Voilà, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire du CAREP. Ce soir, on accueille la sociologue Agnès Deféo qui vient de signer un livre chez Armand Collin qui s'appelle Derrière le niqab. Le sous-titre, si je me souviens bien, 10 ans d'enquête Je peux sur les montrer? femmes qui ont Voilà. porté et enlevé le Donc voile intégral. Voilà. voilà, c'est 10 ans d'enquête et il y a une préface d'Olivier Roy. Donc ça, je suis vraiment très, très contente, très fière de sa préface, hein, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et avec qui je suis vraiment tout à fait en accord. Une préface très intéressante d'Olivier Roy. Et alors, on a voulu donner la parole à Agnès ce soir pour qu'elle présente son enquête et qu'on en discute. D'abord parce que c'est une enquête qui est remarquable par son ampleur, puisque c'est une enquête de 10 ans que tu as menée de 2008 à 2018. Et c'est une enquête également qui a un spectre géographique extrêmement large, puisque tu l'as menée essentiellement en France, mais aussi à titre comparatif dans d'autres pays, en Tunisie post-révolutionnaire, un peu en Angleterre. Tu as fait aussi des terrains au Qatar, en Inde, etc. Donc, c'est une approche qui est particulièrement intéressante pour comprendre justement la spécificité des ressorts, des enjeux, à la fois des enjeux qui sont liés au port du niqab en France, et puis des ressorts aussi, la différence éventuellement des ressorts dans les motivations du port de ce vêtement en comparaison des autres pays. Et puis, alors, c'est un livre qui est détonnant, puisqu'il met en valeur et en avant les ressorts intimes et psychologiques euh, des femmes qui portent ce vêtement. Et puis, au-delà de ce phénomène, tout simplement, c'est un livre qui explique beaucoup de choses, enfin, qui, qui présente des facteurs très intéressants sur la radicalisation en général, y compris celle des hommes, on y reviendra, à travers ce prisme-là du niqab. Et puis, alors, je vais le faire très brièvement parce que je vais laisser Agnès présenter son livre, mais pour faire une présentation très générale de l'argument essentiel et principal du livre, en fait, je dirais que ce que tu montres, et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que par-delà la variété des modes de socialisation des femmes niqabées, on reviendra peut-être sur cet adjectif, si tu en as envie, bien sûr. Donc, par-delà la variété des modes de socialisation qui sont ceux de ces femmes, donc notamment des femmes qui peuvent être tabliries ou bien salafis, voire aucun des deux en fait, tu mets en évidence un ressort dominant et récurrent qui répond finalement à une dynamique à la fois de rupture sociale, de révolte et d'empowerment, ce qu'on appelle l'empowerment en anglais, y compris vis-à-vis des milieux salafis, rigoristes, de la domination masculine, etc. Et tu dresses des comparaisons passionnantes avec d'autres vêtements comme les talons aiguilles, voire le fétichisme sadomasochiste, etc. Donc, je te laisserai en parler. Et puis, la dernière chose qu'on voudra évoquer dans ce webinaire et dont Agnès parle dans son livre, c'est l'effet des mesures législatives, mais pas seulement des mesures législatives, mais aussi du discours public, du discours médiatique français sur finalement les processus individuels de port du niqab et sur l'évolution spectaculaire du voilement avant et après la loi de 2010 notamment. Voilà, pour le faire très brièvement. Je vais te laisser faire une présentation de ton enquête. Et puis après, on va revenir avec on va revenir avec des questions. Alors juste précision, parce on est totalement débordé souvent dans les webinaires, essayez pour le public n'essayez pas, ne posez vos questions que dans la rubrique Q&A, pas d'en converser et ne levez pas la main parce que sinon on n'arrive pas à prendre en compte toutes les questions. Donc s'il vous plaît, utilisez le questions et réponses du bas du tableau noir. Voilà, je t'en prie, vas-y Agnès. Donc, merci beaucoup Claire pour cette invitation. Donc, et merci de me laisser un petit peu de temps pour la présentation. Donc, je fais une présentation très schématique, hein, très succincte pour que les auditeurs puissent un petit peu savoir de quoi on va parler pendant 1 heure, hein. Donc, la première chose que je voulais vraiment préciser, c'était la différence entre le niqab de la tradition
comme tu disais, qui est présent dans d'autres pays du monde, hein, et notamment dans la péninsule arabique et dans le sous-continent indien. Donc là, on a vraiment une transmission de mère en fille, hein, quelque chose qui est vraiment très, très voilà, traditionnel, on va dire, traditionnel et dans la transmission familiale. Et aussi ce niqab, on pourrait dire, de la réinvention qui est réinventé et qui est lié au mouvement de réislamisation. Donc, il y en a deux grands mouvements, hein, qu'on va aborder, hein, mais il y en a d'autres, il y a quelques-uns d'autres. Mais ceux qui promeuvent en tout cas le voilement du visage, c'est le salafisme et le tablir. Donc le tablir qui est un mouvement qui est né en Inde. Donc c'est vraiment toute cette partie du sous-continent indien qui dépend de l'école de Deoband en Inde et qui va essaimer un peu le monde entier par le mouvement du tablir qui est un mouvement missionnaire. Bon, enfin pour continuer à schématiser, et donc on a le salafisme qui vient du wahhabisme de l'Arabie saoudite et aussi qui va essaimer dans le monde entier. Et donc ce voilement du visage va devenir le symbole de la réislamisation, du retour à l'islam de personnes qui n'étaient pas forcément dans cette démarche religieuse. Parce que, donc, on est d'accord, parce que souvent on m'objecte ça, on me dit bah, allez voir en Afghanistan et vous allez voir ce que pensent les femmes. C'est une objection que je reçois vraiment très régulièrement, mais ça n'a rien à voir, hein. On n'est pas du tout dans le même contexte, on est vraiment dans un contexte où, au contraire, les femmes qui vont porter le voile intégral en Europe, mais aussi au Maghreb, où ce n'est pas la tradition, par exemple en Tunisie, ce sont des femmes qui sont issues de familles non religieuses. Donc, ça me permet de faire cette première distinction entre deux catégories. Celles qui l'ont porté avant le vote de la loi, parce qu'il y a trois grandes dates. Les trois grandes dates, c'est juin 2009, qui vont être déterminantes pour l'explosion du niqab en France. Juin 2009, qui est le début de la polémique, hein, qui va être liée au lancement de la mission parlementaire par André Gérin. Donc, ils vont lancer cette mission parlementaire en vue de préparer une loi d'interdiction contre la dissimulation du visage. Donc, à ce moment-là, Sarkozy, le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, va déclarer que le niqab n'est pas le bienvenu dans l'espace français. Donc, ça va évidemment commencer vraiment à exploser dans les médias. On va avoir le 11 octobre 2010, qui est le vote de la loi, et le 11 avril 2011, qui est l'application de la loi d'interdiction. Donc voilà, donc ça c'est un moment charnière qu'il faut absolument prendre en compte dans le phénomène du niqab quand on l'étudie. En tout cas, donc, il va y avoir les femmes qui l'ont porté avant cette polémique, qui seront des femmes beaucoup plus piétistes, qui vont être dans une démarche très personnelle avec Dieu, donc qui ne veulent pas forcément se mélanger avec les autres, mais bon, qui sont dans une démarche très personnelle, et celles qui vont le porter après la polémique, après la loi, après l'application de la loi. Donc là, ce sera un autre type de femmes, donc des femmes qui ne sont pas issues de milieux religieux et qui vont le faire aussi contre les parents parce que, évidemment, le niqab devient subversif. Ça devient une opposition, une rupture possible avec le milieu familial, avec les traditions, avec tout l'entourage. Et donc, ça va leur permettre. Donc, on voit bien la différence entre le niqab de cette tradition qui est tout à fait conformiste, hein, c'est une forme de conformisme, que ce soit dans la péninsule arabique, en Inde, au Pakistan, au nord du Pakistan, où il est d'usage, et ce voile de la réinvention en Occident, qui est au contraire anticonformiste. Hein, c'est vraiment pour aller contre, et plus dans les pays où il va être interdit, ça va être encore plus anticonformiste, c'est-à-dire que c'est des femmes qui vont aller contre la loi, qui vont aussi pouvoir affronter des policiers dans la rue, qui vont contester les amendes, enfin voilà, on va avoir des femmes qui vont pouvoir insulter les policiers. Vas-y, oui. Tu montres d'ailleurs, parce que je rebondis parce que je trouve Oui, ça bien sûr. très, très représentatif. En fait, tu expliques dans ton livre que les femmes niqabées qui sont tabliri au fond, elles ne sortent en niqab que accompagnées de leur mahram et de Oui. leur tuteur, alors que les femmes, au contraire, converties et néo-converties, niqabées, qui elles sont salafis, voire pas salafis,
elles utilisent justement ce niqab pour sortir seules et enfin, je te laisse continuer Oui, et mais c'est vraiment merci de faire la distinction parce qu'effectivement, dans ces deux mouvements, le profil sera complètement différent. Donc, dans le tablier, on va avoir beaucoup plus d'enseignements de l'islam parce que les femmes qui appartiennent à ce mouvement doivent consacrer un certain nombre d'heures par semaine à l'étude en groupe, donc qui sont socialisées dans des réunions de groupe, qui se connaissent, qui vont faire des tours. Donc, c'est un mouvement missionnaire dont le but est de propager l'islam en faisant du porte-à-porte. C'était vraiment le but. Donc, il y a une forme de déplacement. Alors que dans le salafisme, avec le néo-salafisme plutôt, donc les femmes restent chez elles et elles sont reliées par Internet, par les réseaux sociaux, et c'est ça qui va faire qu'elles vont se réislamiser par des livres. Alors, par exemple, j'en ai pris quelques-uns. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'on va avoir des livres comme celui-ci, qui est vraiment le best-seller des salafistes, donc qui ne sortent pas. Elles vont se réislamiser seulement par ce type de livre. C'est-à-dire que on n'est plus, et évidemment, ils sont en français. On voit de temps en temps, il y a des citations en arabe de versets du Coran ou de hadiths, mais ils sont tout de suite traduits en français. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ça va être la base de la religion, enfin leur apprentissage religieux va passer par ce type de livre, ou alors par des livres comme, par exemple, Haïd El-Karni, qui est aussi un Saoudien vraiment très connu, parce ça a très bien fonctionné, ces livres, et on voit « Soyez la femme la plus heureuse au monde » avec vous êtes une pièce d'or, une grosse perle, vous voyez, donc des choses qui sont des choses qui sont très flatteuses, vous voyez, pour flatter un peu le narcissisme de ces femmes. Mais en tout cas, on voit que leur réislamisation se fait en solitaire. Elle se fait en solitaire et en autodidacte. C'est pour ça que j'aime bien utiliser le terme d'autodidacte, parce qu'elles vont le faire toutes seules, comme on est en ce moment là en distanciel, vous voyez, on n'est pas du tout dans un rapport humain. Et alors justement, pour rebondir sur ce que tu me disais, et donc on va avoir des femmes beaucoup plus libérées chez les salafistes, même très libertaires, parce qu'elles sortent toutes seules, elles n'ont aucune contrainte extérieure. Et quelque chose aussi qui est important, parce que souvent on m'objecte, comme on m'objecte à chaque fois l'Arabie Saoudite et l'Afghanistan, on m'objecte souvent le fait que je n'ai pas pu rencontrer de femmes qui seraient soumises par leur mari, parce qu'évidemment, je n'en ai jamais rencontré, j'ai oublié encore de le dire, parce qu'elles seraient enfermées chez elles par le mari. Et à chaque fois, je dis oui, mais si elles sortent en niqab, c'est donc déjà qu'elles sont libres, qu'elles ont accès à l'espace public. Et donc, c'est pour ça qu'on les rencontre. Si une femme reste chez elle, elle ne porte pas le niqab. Donc, le niqab est un symbole d'accession à l'espace public de femmes qui n'ont cure justement de se promener avec leur mahram, avec un homme de leur famille, le mari. Voilà. Vas-y, pardon. Oui, c'est là où ce que je trouve fascinant, c'est dans ce que tu montres, c'est qu'on sent que le rapport avec la communauté salafi et même la geste salafi, il est ambivalent. C'est-à-dire qu'elles se rattachent à cette communauté par leur apparence et en même temps, on sent qu'elles sont quand même en rupture de banc, y compris par rapport à cette communauté-là. Alors, je pense pas qu'elles soient en rupture de banc par rapport à la communauté salafiste, parce qu'au contraire, elles vont être sur les réseaux sociaux, elles vont être admirées par ces milieux-là. Mais c'est un tout petit milieu, c'est-à-dire qu'elles vont quand même avoir du mal à avoir de vrais rapports humains, parce que ça va toujours passer par les réseaux sociaux. Juste encore, pour revenir sur ce dont je voulais parler, donc je voulais justement parler aussi du niqab, parce qu'on n'imagine pas ce que c'est forcément. Donc le niqab, en fait, ça n'est qu'un rectangle de tissu, celui-ci, et qui se met sur un djilbab. Donc normalement, il vaudrait beaucoup mieux dire l'ensemble djilbab niqab. Alors j'en ai pris un djilbab, mais je pense que là, on ne pourra jamais le voir en entier, parce que bon, c'est quelque chose de très 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 large. C'est quelque chose de très large qui couvre complètement le corps de la tête aux pieds. Et donc, ce niqab, il va être attaché, donc c'est un accessoire, quelque chose qu'on met en plus du djilbab. Donc ça aussi, c'est important, parce que les femmes qui portent le djilbab, qu'on peut voir dans la rue, donc qui sont dans ce costume et qui montrent leur visage, ne vont pas du tout avoir la même attitude que les femmes qui portent le niqab. Donc le niqab, c'est quand même cet accessoire qu'on met en plus, c'est quelque chose qui fait la différence. Alors par exemple, bon, je mets une casquette par exemple, comme ça, je vais vous montrer ce que c'est de porter un niqab. Et donc j'ai ce niqab. C'est quand même important. Et vous voyez, moi, je l'ai porté moi-même quand je faisais mes terrains en Asie du Sud-Est, et ça m'a beaucoup apporté de comprendre ce qu'on pouvait ressentir à l'intérieur. Donc là, je le mets. J'ai déjà fait le nœud derrière. Voilà. Et on soulève
cette partie-là et on voit. Alors donc, est-ce que vous voyez que j'ai tout le champ visuel? Donc, ma jouissance du regard n'est pas du tout altérée. Le regard n'est pas altéré. Je peux voir tout ce que je veux. Je peux voir les hommes, je peux les regarder. J'ai même une botte secrète qui est ce qu'on appelle le sitar. Le sitar qui est donc ce voile qu'on met devant les yeux, qui permet de cacher le regard. Mais moi, je vous vois. Vous voyez, c'est vraiment très, très fin et je vous vois relativement bien. Pas aussi bien que sans, évidemment, mais je vous vois quand même. Et donc, ça permet à la femme de voir sans être vue. Et ça, beaucoup des femmes de mon échantillon vont dire à quel point elles sont satisfaites de ce rapport avec l'extérieur, c'est-à-dire de voir sans être vues. En revanche, on va voir que les autres extérieurs ne peuvent pas voir. Vous voyez, le rapport est complètement inversé, hein, qui n'est pas réciproque en tout cas. Autre chose qui est vraiment important de montrer, c'est les gants. Parce que les gants, on n'y pense pas assez, mais moi qui les ai portés, je peux vous dire que je souffrais plus des gants que du niqab. Pourquoi? Parce que le gant empêche justement la communication par le toucher. Et donc, quand vous avez des gants toute la journée, sans pouvoir les enlever parce qu'il faut couvrir chaque centimètre de peau, c'est extrêmement difficile à vivre. Enfin, pour moi, c'était beaucoup plus difficile que le niqab qui ne posait pas de problème parce qu'on finit par l'oublier. Hein, c'est même moins désagréable que le masque chirurgical. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on remette, qu'on arrive à bien comprendre l'objet. Et j'aimerais aussi préciser quelque chose, c'est qu'on est bien d'accord que le niqab est juste un objet, un accessoire qu'on rajoute pour donner un message au monde extérieur, hein, et se rattacher à une identité. Donc là, c'est l'identité de la femme hyper religieuse, très pieuse, qui se consacre à son mari, mais qui n'en a pas. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a besoin d'exprimer quelque chose alors qu'on est en manque. On est en manque de religion, évidemment, puisqu'elles sont issues de familles qui ne leur ont rien légué en termes de religion. Celles qui sont converties proviennent de familles complètement agnostiques, voire athées, voire islamophobes. Donc on voit bien encore là aussi la réaction que ça peut produire. Donc on est devant des femmes qui sont en manque de religion. On est en femmes qui sont en manque d'hommes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Elles ont des caractères tellement dominateurs, on pourrait dire. C'est pour ça que ça me fait toujours sourire quand les gens disent que ce sont des femmes soumises, parce que moi, j'ai jamais vu des femmes aussi insoumises que celles qui portent le niqab, en tout cas en Occident. Et même d'ailleurs, toutes les femmes que j'ai pu rencontrer en Inde ou en Asie du Sud-Est ou au Qatar, par exemple, pour moi, ce n'était pas du tout des femmes soumises. Et donc, ils vont imaginer qu'en portant ce voile intégral, elles vont pouvoir plus facilement trouver un mari, en tout cas le mari qu'elles espèrent. Alors, on va dire, donc on a vu un peu avant, après la loi, donc on est après la loi sur des femmes qui sont bien plus dans une attitude de revanche par rapport à la problématique et qui vont être attirées aussi par ce qui est interdit. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment basique. En tout cas, on est toujours attiré par l'interdit. Et donc, beaucoup de femmes vont me dire, oui, avant, je ne pensais même pas porter le niqab de ma vie. J'ai vu toutes ces femmes qui passaient à la télévision, parce qu'à l'époque, juste avant la loi, il y a eu des femmes en niqab qui sont passées sur les plateaux télé, et donc qui ont joué un rôle presque de propagande, involontairement par rapport aux chaînes télé, évidemment. Mais en tout cas, elles vont me dire, voilà, j'ai vu une telle ou une telle à la télé, ça m'a vraiment donné envie de le porter. Et ensuite, plus on en parle, donc ça c'est vraiment, j'ai pu assister à cette influence des médias sur le comportement parce que j'ai commencé à travailler en France en 2008, donc c'était avant, on n'imaginait même pas que la loi pourrait un jour avoir lieu, quoi. J'ai commencé à travailler parce que mon directeur de recherche, à l'époque, Michel Vizurquet, le sociologue, m'avait demandé de rapatrier mon sujet en France alors que je l'avais commencé en Asie du Sud-Est. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on va assister par rapport à la médiatisation et par rapport à la politisation de cette interdiction à une explosion du niqab. Je dis souvent que la loi a incité certaines femmes, en tout cas, à porter le voile intégral. Et l'une d'elles me disait « Merci Sarkozy, c'est grâce à Sarkozy que j'ai porté le niqab, sans lui, je n'aurais jamais porté. » Et il est vrai qu'elle ne portait pas le voile avant la polémique. Elle ne portait même pas le simple voile. Et je vais même rencontrer des femmes qui vont se convertir à l'islam au moment de la loi. Donc ça va tellement déborder, il va y avoir une telle overdose de ce thème
qu'on va avoir des gens qui vont être attirés justement par ce qui posait problème et ce qui fait l'actualité. Donc c'est pour ça, de trop parler d'islam, de trop parler de terrorisme, de faire un portrait trop flatteur pour certaines personnes, en tout cas des terroristes, c'est-à-dire de montrer leurs photos, de parler d'eux, d'en faire des figures héroïques, même s'ils sont négatifs, évidemment, hein, c'est pas pour nous hein, qu'ils sont des héros, mais pour certaines personnes, ça a ce danger d'attirer certains individus, hein, des électrons libres, qui vont être attirés par cette identité subversive. Pardon. Car aujourd'hui, quelle est l'identité subversive dans notre société, hein, si ce n'est l'islam visible ou l'islam radical, hein. Et donc moi, j'ai pu rencontrer des femmes qui avaient porté le voile intégral, qui n'avaient absolument, qui avaient très très peu d'intérêt pour l'islam avant et qui ne connaissaient rien. Et donc c'est ça qui est quand même assez étonnant, de voir des femmes qui vont rester pendant 5 ans, 6 ans sous le voile intégral, mais qui ne savent même pas lire l'arabe, qui n'ont même pas appris à déchiffrer l'arabe. Et je me disais, mais comment est-ce possible? Enfin, c'est quand même étonnant, puisque c'est une obligation dans l'islam de pouvoir lire au moins le Coran en arabe, en plus avec les voyelles. Et j'en étais même arrivée à leur dire, mais si on peut vraiment, je peux te l'apprendre, c'est vraiment pas difficile de lire l'arabe avec les voyelles, tu peux l'apprendre en une journée presque, hein. Enfin, en tout cas, en une semaine, tu pourras lire. Non, elle, ça ne les intéressait pas. Et je me souviens même d'une femme qui est restée pendant quand même 8 ans sous le voile intégral. On était dans une mosquée, elle avait pris un livre de bénédiction, là, oh là, pardon, je prends ça, d'invocation, pardon, de la Rokia, là, par exemple, un livre comme ça, et il était entièrement, donc là, vous voyez, entièrement en phonétique. Et mais là encore, il y a l'arabe, mais le livre qu'elle avait pris, il était que en phonétique. Et elle apprenait les invocations, elle apprenait les versets du Coran qui sont nécessaires à la prière en phonétique, après 8 ans sous le voile intégral. Donc, vous voyez, on a vraiment un rapport inverse, c'est-à-dire que ces femmes qui se couvrent entièrement le corps ne font pas l'effort, enfin, c'est comme si elles se satisfaisaient dans la religiosité de montrer cette image de piété sans faire l'effort de connaissance, hein, d'apprentissage de l'arabe ou de l'islam ou des hadiths. Et donc, les seuls que je trouverais avec plus de connaissances, en tout cas avec les bibliothèques, hein, parce qu'à chaque fois j'ai pu rentrer chez elles, ça c'est vraiment le plus important dans mon travail, ça a été de rentrer dans l'intimité. Donc, c'était quelque chose que je regardais tout de suite, c'était la bibliothèque, c'était les livres qu'elles avaient. Et donc, celles qui étaient quand même plus dans une démarche classique de réislamisation, hein, d'apprentissage de la religion, c'était celles qui ont porté le niqab avant la loi. Mais celles-là vont choisir souvent de partir à l'étranger, de faire l'hijra au Maghreb ou en Angleterre. Voilà, donc là, je parle un petit peu toute seule. Est-ce que tu... Non, c'est très bien. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que dans la représentation dominante de ce vêtement, c'est une représentation au fond très politique, très idéologique. C'est-à-dire que la plupart des gens en France sont convaincus que c'est un vêtement qui est emblématique finalement d'une radicalisation idéologique, en tout cas d'une appartenance idéologique ou religieuse très forte. Et toi, finalement, ce dont tu parles, c'est de psychologie, c'est d'intimité. Tu parles de dimension fétichiste, tu parles énormément de corps, de puissance, de sentiment de puissance qu'on peut éprouver à porter ce vêtement. Tu dis même que c'est un vêtement qui peut être un garde-fou par rapport à ses propres pulsions. Et au fond, tu mobilises des notions, des concepts qui sont des concepts très psychanalytiques. D'ailleurs, tu parles même d'anorexie, etc. Et puis, tu montres d'ailleurs à un moment, ça m'a frappé, tu dis que sur ce site très connu qui s'appelle Saphir News, site d'info musulmane, il y a une rubrique psychanalyse avec et donc que ces femmes ne sont pas du tout réticentes à l'approche psychanalytique, alors que c'est quand même à l'opposé. Et surtout, c'est quelque chose qui provoque énormément de suspicion et de rejet dans toutes les communautés rigoristes islamistes, notamment. Donc, ma question, tout simplement, c'est
Bon, dans quelle mesure est-ce que finalement, cette dimension-là, psychologique, qui est intime, très, très forte, inhérente à ce processus de voilement par le niqab, rend, les dispositifs qui sont des dispositifs juridiques, les dispositifs publics en tout cas, les mesures qu'on a prises, finalement, enfin, non, pertinentes? Ouais. Je te remercie pour cette question. Donc oui, effectivement, il y a un total décalage entre, bon, déjà l'opinion publique, ce que l'opinion publique projette sur ces femmes, la politique, hein, tous ces promoteurs de la loi qui ont projeté sur les femmes aussi pour flatter l'opinion publique justement, et en fait en imaginant que soit c'était des femmes soumises qu'il fallait absolument les libérer, donc, ou alors que c'était des femmes qui appartenaient à un mouvement euh, plutôt dangereux, hein, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la loi sur le séparatisme, et qu'il fallait absolument les empêcher de nuire. Et encore, il faut absolument remarquer que toute cette polémique naît bien avant les révolutions dans les pays arabes, hein, et aussi avant Daesh, avant tout cette politisation et ce djihadisme qui va vraiment capter pas mal de jeunes en Occident. Mais pour moi, le plus important en fait aussi à noter, c'est qu'effectivement, donc c'est une démarche très individualiste. On imagine toujours qu'elle se rattache à des mouvements ou alors à une idéologie, mais en fait, cette idéologie, elle s'y rattache, comme on a vu par rapport à Internet, par rapport à ce qui les intéresse. Parce que c'est ça aussi, le niqab, c'est aussi beaucoup d'avantages qu'elles acquièrent par le niqab. On l'a vu, ça apporte une espèce de force de caractère par rapport à un échange de regards qu'elles refusent. Alors pourquoi elles refusent le fait d'être regardées? Pourquoi elles ont envie de regarder sans réciprocité? Donc c'est là aussi où mon travail d'approche intime, hein, parce que moi j'aime beaucoup travailler dans l'intimité, comme tu l'as fait remarquer, m'a appris à mieux comprendre ces femmes. Parce que évidemment, on va avoir toujours le discours apparent de ces femmes qui vont dire voilà, je le fais pour plaire à Dieu, je le fais parce que c'est une obligation religieuse. Mais finalement, au bout d'un moment, quand on est dans cette familiarité avec elles, on comprend qu'il y a d'autres raisons qui sont beaucoup moins avouables, mais qu'elles vont finir par avouer. Et donc, on voit, bon, alors la première chose, et donc c'est pour ça aussi qu'on voit ce décalage, parce qu'on veut absolument les assigner à un certain caractère, à une certaine idéologie, mais en fait, c'est des raisons hyper personnelles souvent qui les font agir. Et donc, on a, par exemple, des femmes voilà, donc déjà, qui sont célibataires et qui vivent très, très mal leur célibat. Des femmes qui ont été abusées sexuellement. Donc ça aussi, elles sont hyper représentées dans mon échantillon. Et souvent abusées sexuellement quand elles étaient jeunes, enfants, par un membre de leur famille. Donc le niqab, c'est une espèce de protection, c'est aussi une armure contre justement ce regard des hommes qu'elles n'arrivent plus à supporter. Ensuite, on va avoir un manque de père qui les a abandonnées quand elles étaient jeunes, hein, quand elles étaient enfants. Et comme par hasard, ce père qui a incarné un métier lié à l'autorité. Donc beaucoup sont filles de gendarmes, filles de commissaires de police, de commissaires de police, oui, pardon. On va avoir aussi des femmes qui ont rêvé à un moment donné de leur vie de devenir esthéticiennes, mannequins, des reines du shopping, de la beauté. Hein, c'est ce qu'elle me disait. Elle disait, voilà, moi j'étais toujours dans l'apparence, dans la superficialité. Et au bout d'un moment, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas le physique qui va avec la carrière qu'elles espéraient, et elles rentrent dans cette espèce de grève du visage. Moi, souvent, quand je les vois avec le niqab, j'ai l'impression qu'elles font grève, en fait, qu'elles se sont fermées tout d'un coup et qu'elles refusent l'échange, qu'elles disent, voilà, vous ne m'avez pas protégée par rapport aux hommes, j'ai été abusée. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que aussi le point commun de ces femmes, c'est qu'elles ont porté plainte à un moment donné de leur vie contre leur agresseur, et que leur plainte a été classée sans suite. Et elles en retirent un profond ressentiment, vraiment une déception. Donc c'est un peu une façon de dire à la société, vous ne m'avez pas protégée, voilà, bah maintenant je ferme les écoutilles, quoi. Enfin, je ferme tout rapport avec vous. Vous n'aurez plus le droit de me voir. Et elles le disent aussi, elles disent, voilà, moi je ne suis pas un bout de viande, c'est elles qui le disent, hein, je cite, je ne suis pas un bout de viande à l'étalage, je ne veux pas paraître comme ça et que vous puissiez jouir de mon corps. Et alors c'est drôle parce qu'elles vont vraiment se reconnaître par exemple dans le mouvement MeToo et aussi dans le mouvement féministe. Elles vont dire, moi les féministes, j'adhère complètement parce que pour moi la base du féminisme, c'est
mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux. Donc c'est pour ça que c'est important de voir le niqab en Occident comme une manifestation de la modernité. Hein, c'est la modernité qui a créé ça. Et c'est aussi peut-être parce que notre modernité n'a pas su protéger les femmes, mettre les femmes dans un rôle qui leur convient. En tout cas, pour moi, ce sont les désenchantés de cette modernité, soi-disant libératrice des femmes, où elles n'ont pas trouvé leur libération. Et elles vont trouver cette libération en se voilant intégralement. Et plus ce voile intégral va ennuyer la classe politique, plus finalement elles vont jouir de ce déséquilibre, hein, de ce problème qu'elle crée. Et je me souviens quand je le portais, par exemple, en Asie du Sud-Est, la chose qui me faisait le plus, qui m'amusait le plus, en fait, c'était de voir les personnes autour de moi qui baissaient le regard, qui étaient très gênées. Et en fait, on a vraiment un sentiment de puissance. Et c'est pour ça que je comparais avec les talons aiguilles. Parce que les talons aiguilles peuvent avoir le même, on peut tout à fait comparer, en tout cas raisonner par analogie. Moi, j'aime beaucoup le raisonnement par analogie parce que ça permet de comprendre des choses qui sont beaucoup plus difficiles d'accès. Donc, on a des talons aiguilles qui peuvent aussi avoir la même la mauvaise image. Voilà, parce qu'on va dire, oh là là, elle a mal aux pieds, la pauvre, elle est obligée de porter des talons aiguilles. Mais en fait, les femmes qui le portent aiment beaucoup ça parce qu'elles peuvent subjuguer les hommes. Et en plus, c'est toujours par rapport de séduction. Alors là, je vois votre connexion est instable. On est toujours ensemble là? Ah oui, oui, non, non, ça s'est rétabli. D'accord. Et donc, voilà, c'est un objet, enfin, en tout cas, c'est un accessoire qui peut aller pour la séduction et dans une démarche de séduction. Ah oui, quelque chose aussi peut-être qui est important, c'est que quand j'ai commencé à faire mes recherches, donc personne ne me croyait. Donc ça a été vraiment très, très difficile. Et c'est pour ça que j'ai commencé à filmer mes entretiens. Parce que j'avais un vrai problème, que ce soit dans les séminaires de recherche, grand public, chercheurs, personne ne me croyait. Ils me disaient, voilà, ça n'est pas représentatif, c'est impossible que des femmes puissent avoir ce libre arbitre de choisir volontairement de se voiler le visage. Eh bien, c'est tout à fait possible et j'ai des centaines d'exemples de femmes qui ont choisi, parce que j'en ai jamais rencontré une seule, en tout cas en France, en Belgique, en Angleterre non plus, qui était contrainte par le mari. Et donc la contrainte, pour moi, c'est plutôt la femme qui l'impose à son partenaire masculin. Donc ça, on pourrait en reparler. Je l'explique bien dans mon livre. Vas-y. Oui, puisque tu expliques qu'au fond, la plupart des hommes musulmans que tu rencontres sont embarrassés par le fait, enfin, le niqab plus Bien qu'autre sûr, chose. bien sûr. Ouais. Et juste pour revenir justement sur cet élément du rejet finalement, tu mets en évidence un espèce de rejet continu qui précède le voilement, puisque tu montres qu'un nombre non négligeable de profils que tu étudies sont des profils de femmes qui ont vécu une violence, en tout cas qu'elle soit physique ou symbolique, très forte, et qu'elles ont perçu ce sentiment de rejet et qu'elles y ont réagi de cette manière. Après, tu parles aussi énormément des agressions extrêmement vives, enfin, Ouais. qu'elles vivent dans l'espace public quotidiennement, y compris devant leurs enfants. Enfin, tu racontes des scènes d'une violence abominable avec des femmes qui s'effondrent en pleurs, parce qu'on se jette sur elles. Enfin bon, c'est atroce. Et puis après, tu dis aussi, et ça, je trouve ça particulièrement intéressant aussi, parce que c'est quelque chose qu'on a observé également dans la façon dont la loi sur le hijab à l'école a été discutée dans la commission Stasi. Toi, tu montres que finalement, la loi de 2010, elle n'a permis l'interview, en tout cas, que d'une femme niqabée, si je me souviens bien. Oui, oui, oui. Sur l'ensemble des personnes qui ont été interviewées. Et je crois, il me semble que la commission Stasi avait interviewé 2 jeunes filles voilées sur l'ensemble des personnes qui ont été... Oui, donc là, c'est vrai que c'est intéressant parce que cette commission d'enquête n'a interrogé qu'une seule femme qui portait le niqab, qui s'appelle Kenza Reader, hein, et sa déposition, on pourrait dire son témoignage, a été résumé à la troisième personne en 10 lignes dans les rapports, alors que d'autres personnes ont eu droit à la transcription intégrale de leurs prestations. Donc on voit bien que ce n'était pas du tout l'intérêt. Moi, je me souviens d'avoir contacté à l'époque, donc ça faisait déjà 2 ans
un an et demi que je travaillais sur le phénomène. Donc, j'avais contacté cette commission en disant, voilà, je voulais absolument témoigner et je n'ai jamais été rappelée, quoi. Donc, il y avait vraiment une volonté de ne pas connaître la réalité du phénomène. Il fallait absolument… Il y avait même quelqu'un de Riposte Laïque. Donc, c'était des gens… Il y a eu certains experts, évidemment, mais il y en avait d'autres qui n'avaient jamais rencontré une seule femme voilée de leur vie. Parce que c'est ça qui est intéressant, une seule femme niqabée. Donc, on a des gens qui parlent du niqab. Non seulement ils n'en ont jamais rencontré, ils n'en ont jamais parlé, mais ils ne connaissent rien au phénomène. Vous voyez, donc là, ça a posé un problème. Alors, je voudrais revenir aussi sur les agressions dont tu parlais. Ça a été une énorme souffrance, en fait, pour ces femmes. Et elles avancent, enfin, en général, c'est la première chose qu'elles abordent. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que je les abordais moi-même. Quand je rencontre une femme en niqab, je l'aborde toujours comme ça. Je leur dis salam alaikum, hein, donc pour qu'elles comprennent bien que je les aborde de manière pacifique. Et je leur dis, est-ce que vous avez des problèmes avec votre niqab? Et à ce moment-là, tout de suite, la langue se délie et elle me parle et elle me raconte tout ce qu'elle subit. Et donc, en fait, c'est des espèces de réservoirs de frustration. Elles emmagasinent sur elles toute la haine, en fait, de la société qui va se jeter sur elles. Donc, il y a les Oui, quid lambda. c'est vrai que c'est quand même très ambivalent parce que tu dis d'une part qu'elles sont dans ce sentiment de puissance qui est Oui, inspiré par le port de ce vêtement puisqu'on voit sans être vu et en même temps une grande souffrance. Donc on voit qu'il y a quand même un… très intéressant. Merci de faire la remarque parce que c'est exactement ça. Et au bout d'un moment, elles se trouvent dans une espèce de spirale et de cul-de-sac, on pourrait dire. Elles n'arrivent plus à avancer. Alors, comment elles vont interpréter justement les violences qu'elles subissent? Elles vont dire, oui, pourquoi? Parce que je suis tellement proche de Dieu, je suis tellement élevée dans la spiritualité que Dieu m'envoie des épreuves. Donc, il faut que je résiste à ces épreuves parce que ça montre que je suis aimée de Dieu. Donc, vous voyez, c'est là où tu vois qu'on a une espèce de spirale où elles vont faire elles-mêmes les questions et les réponses. Il ne faut pas oublier qu'elles sont toutes seules. Et elles sont celles qui ont des enfants, donc qui se font agresser majoritairement devant leurs enfants, sont des mères célibataires. Elles ont perdu les hommes. C'est des femmes aussi qui ont un caractère tellement bien trempé, tellement dominateur, presque que ce ne sont pas des femmes avec qui les hommes restent. C'est ça aussi il faut faire remarquer. Et elles sont persuadées qu'avec le niqab, et ça, je pense que c'est l'imagerie populaire occidentale qui leur fait dire ça, qu'avec le niqab, elles vont pouvoir justement attirer des hommes et faire des mariages religieux avec des hommes qui sont sérieux. Donc tout ça pour dire que elles ont l'impression de dominer, mais aussi elles vont voir qu'elles sont la cible d'invectives, d'insultes, d'agressions, non seulement par des quidam lambda, mais aussi par des policiers. Et j'ai pu moi-même être témoin de policiers qui étaient vraiment dans une démarche très insultante par rapport à des femmes avec qui j'étais. Hein, elles étaient passées devant moi sur un trottoir, elles se sont fait vraiment verdoyer par des policiers. Donc voilà, donc elles vont devenir un petit peu les boucs émissaires, hein, de cette société qui va voir dans le niqab le mauvais objet, hein, les mauvaises citoyennes, qu'on est en droit d'insulter ou de violenter pour faire respecter la loi, parce que beaucoup des gens qui sont dans leurs droits, on vont avoir l'impression d'être dans leurs droits. Aussi quelque chose qui est important, parce que ça montre à quel point, en fait, c'est quelque chose qui est une question qui met en avant beaucoup de problèmes de notre société, parce que qui va les insulter? Ce sera majoritairement des femmes. C'est des femmes qui vont insulter d'autres femmes. Et ce n'est pas toutes les femmes qui vont les insulter, ce sont des femmes qui ont plus de 50 ans. Enfin, là, je me base sur le portrait robot, la typologie qu'elles m'ont dressée des femmes qui les agressaient. Donc, c'était vraiment majoritairement des femmes de plus de 50 ans, plutôt en surpoids, plutôt disgracieuses, qui ne se faisaient pas de teinture, qui étaient grisonnantes, avec des cheveux courts. Enfin voilà, je veux pas dénigrer. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle me disait, et quand je me fais agresser par ce genre de femme qui va me traiter de tous les noms de prostituées, de salopes, enfin voilà, donc tout le répertoire sexiste qu'un homme peut dire à des femmes. Donc, ce sont ces femmes-là qui vont s'en servir pour insulter, pour diminuer les femmes niqabées. Et qui va prendre leur défense? Ce seront des jeunes femmes en mini-short. Ça a été vraiment catégorique. Toutes, à chaque fois dans les témoignages de femmes niqabées, quand elles me parlent d'une agression, elles me disent toujours c'est une femme en décolleté plongeant qui a pris ma défense contre une femme. Voilà. Pour moi, c'est vraiment très intéressant parce qu'on est dans une société où il y a un mal-être féminin par rapport justement à ces critères de beauté. Et elles, ce qu'elles font
c'est qu'elles remettent en question les critères de beauté, elles vont être critiquées pour ça. Enfin voilà, donc mais c'était juste pour revenir là-dessus. D'ailleurs, il y a une, alors, j'encourage les spectateurs à lire les profils, enfin les portraits que tu fais à la fin de ton livre. Et il y en a un qui m'a marqué parce que justement, tu parles d'une femme. Alors, c'est très intéressant, hein, le fait qu'il y ait un certain nombre de personnes que tu as interviewées qui étaient esthéticiennes avant, enfin, qui ont Ouais. un rapport comme ça très fort à leur apparence physique, à leur corps. Et tu parles d'une femme notamment qui plaque son mari qu'elle a rencontré virtuellement et avec qui elle a fait un mariage ultra rapide comme ça, et puis qui du jour au lendemain le jette dehors, une femme niqabée, parce qu'il lui demande de s'épiler les jambes. Donc en fait, voilà, c'est étonnant, enfin, parce qu'on pourrait s'imaginer dessous une femme ultra dominée, ultra Mmh. épilée, ultra sexy pour son mari, etc. Et en fait, là, pas du tout. On est vraiment dans quelque chose d'une espèce de domination justement sur le masculin. Enfin, c'est étonnant. Ouais, Ouais. oui. Et donc, en général, les ruptures maritales proviendront des femmes. En tout cas, à chaque fois qu'elles vont. Donc, en gros, donc elles sont plutôt célibataires. Quand elles vont réussir à faire un mariage, donc sur des réseaux sociaux comme muslima.com, ce sont des mariages hyper éphémère, hein, mais éphémère, non pas parce que c'est l'homme qui veut jouir de la femme et puis après changer, non, c'est elles qui vont les rendre éphémères, qui vont dire voilà, moi, il ne me satisfait plus. Et notamment, donc cette femme, c'était assez comique quand elle m'avait raconté elle lui avait demandé de la répudier. Donc, parce que normalement, donc, ils obéissent justement à cette, aux trois talaks. Donc, elle lui avait obligé, elle lui avait ordonné de la répudier parce que, parce que il y avait demandé de s'épiler les jambes. Et comme elle était esthéticienne, elle a dit non, je ne m'étais pas encore épilée parce qu'ils n'étaient pas assez longs, mes poils, mais je savais, il fallait que j'attende un petit peu. Donc lui, il n'avait pas à me dire, d'abord, je ne supporte pas qu'on me dise ce que je dois faire. Donc ça, c'est quelque chose qui revient très souvent chez les femmes quand elles se font justement critiquer par rapport mettre ou pas mettre le voile ou le niqab. Elles disent toujours, ce n'est pas les autres qui vont me dire comment je dois m'habiller. Donc on voit bien que ce sont des femmes qui ne se laissent pas faire et qui sont plutôt dans l'insoumission que dans la soumission. Et juste pour revenir sur les insultes quand elles ont des enfants, ça aussi c'est quelque chose d'intéressant, c'est que majoritairement, donc les insultes viennent donc de ces quidam lambda ou des policiers quand elles sont quand elles sont accompagnées, pardon, quand elles sont accompagnées de leurs enfants en bas âge. Pareil pour les policiers. Donc, on va avoir des contrôles de police, surtout quand elles sont avec leurs enfants. Et même des fois, les policiers vont les amener au commissariat avec leurs enfants. Il y en a certaines qui vont rester 1 heure au poste avec leur enfant de 5 ans, par exemple. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Enfin, on imagine que c'est quand même très bizarre de pouvoir insulter une femme devant ses enfants. Elles vont dire, bon, quand elles sont seules, elles le sont un peu moins, mais surtout, elles ne le sont jamais. Elles ne sont jamais insultées quand elles sont accompagnées d'un homme. Donc là aussi, c'est tout à fait comique de la part de notre société. Ils ont eu des idées très généreuses sur l'égalité homme-femme en disant voilà, il faut interdire le niqab parce que ça contrevient à cette égalité-là. Et en fait, on voit que tous ceux qui sont opposés au niqab ont des idées très très arrêtées au niveau justement de la sexualité et de l'apparence féminine, hein. Alors, je rebondis une fois de plus. Tu montres et tu dis clairement que je ne sais pas comment appeler ça, la niqabisation, en tout cas, enfin, le fait de revêtir le niqab est partie prenante d'une trajectoire en fait évolutive. On n'est pas ce que tu décris, finalement, c'est pas quelque chose, enfin une décision figée Ouais. de rupture qui va engager définitivement la vie de la personne, mais au contraire, quelque chose d'assez fluctuant à la fois en termes de décision, d'évolution, justement. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de ces trajectoires-là? Parce que tu dis notamment qu'au fond, celles qui évoluent vers le djihad armé, par exemple, elles sont très minoritaires Mm. dans ton échantillon. Alors donc effectivement, c'est une évolution. Donc surtout, celles qui vont intéresser mon étude, ça va être celles qui l'ont portée après la loi d'interdiction parce que c'est celles qui seront les plus intéressantes. Comme j'avais dit,
celles d'avant la loi vont partir faire leur hijra dans un pays musulman ou en Angleterre, donc elles seront moins représentatives, hein, moins représentées en tout cas en France. Mais pour l'évolution, oui, donc on peut dire il va y avoir plusieurs évolutions par rapport aux vexations qu'elles reçoivent dans la rue. Donc soit elles disent, voilà, c'est des épreuves de Dieu, donc elles vont se renforcer, elles vont essayer de se renforcer, mais elles vont s'auto-marginaliser aussi, elles auront peur de sortir. Mais bon, disons que celles-là, elles ont assez de résilience pour ne pas avoir une envie de vengeance, mais les autres vont avoir une envie de vengeance. Elles vont se dire, voilà, je suis mal accueillie, les musulmans n'ont pas leur place en France, donc il faut que je parte, et ce sont des femmes qui vont pouvoir éventuellement, qui vont chercher à partir en Syrie. Et donc, dans l'idée de partir en Syrie, on le voit avec Émilie Koenig, que j'ai bien connue, donc, qui a été une des djihadistes phares assez représentative en fait du phénomène, parce qu'elle est l'une des premières à être partie. Elle va recruter aussi depuis la Syrie, donc elle a été arrêtée, elle est dans des camps, enfin elle a été arrêtée dans des camps de transit, de prisonniers, pardon. Et donc, en fait, on est dans des femmes qui sont dans la vexation et dans le ressentiment. Et moi, j'ai vraiment vu son évolution. C'était très, très clair. Elle le portait pour se sentir mieux et surtout pour échapper à son ancien mari qui était très violent et qui n'était pas musulman pratiquant. Et elle va se trouver, elle va croire elle acquiert ainsi une identité bénéfique, enfin qu'elle va en tirer des bénéfices. Elle est insultée par le public, elle est insultée par les policiers, elle va se faire arrêter. Donc elle va être dans une logique de ressentiment et elle va vouloir partir, donc se venger, avoir gain de cause. Et donc elle, voilà, donc c'est le type de femme qui va faire des mariages avec des djihadistes qui sont déjà en Syrie et qui vont rêver de partir là-bas. Et donc la première chose qu'elle va faire là-bas, c'est qu'elle va se filmer en train de tirer avec un fusil dans le vide, mais juste pour montrer, regardez, moi je suis capable de me battre, je suis capable de prendre un fusil, une arme et de tirer. Donc moi je trouve que c'est vraiment très intéressant parce qu'elles sont à l'opposé de ce qu'on peut imaginer d'une femme religieuse, quoi, d'une musulmane religieuse. Donc c'est des femmes qui rêvent de prendre les armes. Dans ce cas-là, hein, mais évidemment c'est des cas ultra minoritaires. Mais moi j'ai vraiment pu voir l'évolution de ces femmes, d'une démarche inoffensive, de distinction dans la société et de vouloir comme ça se montrer comme des femmes hyper religieuses, très pieuses, et être sur le marché matrimonial très concurrentiel, donc figurer en bonne place et trouver un mari idéal. Parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé, mais ça, bon, peut-être je laisse, on n'a plus beaucoup de temps, mais là je laisse les lecteurs peut-être découvrir toute la typologie de ces femmes par rapport aux partenaires qu'elles ont eu ou dont elles rêvent, hein, c'est toujours le prince charmant. Donc certaines vont fantasmer donc justement sur ce guerrier valeureux qui se trouve en Syrie et qui a décidé de prendre les armes pour venger l'honneur des musulmans. Enfin, tout ça pour dire que, voilà, donc on a plusieurs trajectoires. Il y a celles qui vont décider de l'enlever aussi. Donc, elles sont aussi assez nombreuses en France aujourd'hui, celles qui vont l'enlever. Et donc, si jamais on reprend l'exemple de celle qui a répudié, enfin, en tout cas, qui a obligé à la répudiation de son mari pour parce qu'elle ne s'était pas épilée. Et donc, elle va avoir un parcours très intéressant parce que quand elle va sortir du niqab, elle va dire qu'elle sort du niqab parce qu'elle manque de vitamine D, elle n'arrive plus à synthétiser la vitamine D, donc elle va trouver une excuse assez glorieuse pour sortir de là. Donc elle va porter un petit peu le djilbab sans le niqab, puis le hijab, et elle va carrément sortir de l'islam parce que ça ne remplit plus la fonction qu'elle espérait. Et alors oui, et c'est elle qui va me dire d'ailleurs, quand elle va décider de l'enlever, elle va dire c'est pas comme ça que je vais trouver un mec. Donc là, moi, j'ai trouvé que rien que ça, c'était vraiment très intéressant parce qu'elle, ce qu'elle voulait, c'était un homme sur la longue durée parce que les hommes qu'elle pouvait rencontrer avec le subterfuge du niqab en se faisant passer pour une super musulmane, donc finalement ne la satisfaisait pas et puis était aussi dans la même démarche de réislamisation aussi, c'était dans la superficialité, c'était des hommes qui portaient le camis, la barbe, et en fait bon, tout ça c'était toujours un manque, ils essayaient de pallier physiquement un manque intellectuel ou un manque de spiritualité et un manque de religiosité aussi. Et donc, elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va
tout de suite après, petit à petit plutôt, hein, petit à petit, elle va rentrer dans le spiritisme. Donc je vais l'accompagner dans des séances de spiritisme au centre, Allan Kardec à Paris. Donc ça va être vraiment, heu, incroyable, quoi. On ne peut pas imaginer de passer, de cette, parce qu'elle, elle était en plus takfiriste, hein, à l'époque. Takfiriste, donc ça veut dire qu'elle décidait du takfir, de faire sortir des musulmans qui n'étaient pas assez musulmans à ses yeux. Donc elle appartenait à un groupe qui s'appelait Force Analisa. Donc elle va, se dire, voilà, rejoindre un mouvement spirit, elle va vouloir essayer de communiquer avec les esprits, notamment l'esprit de sa grand-mère. Comme elle ne va pas y arriver, elle va rentrer dans une autre spiritualité qui est le chamanisme. Et donc aujourd'hui, c'est comme ça, donc elle est vraiment dans la communication avec les animaux. Donc vous voyez un petit peu, moi c'est ça qui m'intéresse. En fait, ça veut dire que le niqab ou alors le salafisme, ça n'est qu'une étape dans la vie de ces gens. Voilà, ça n'est qu'une étape passagère et de personnes qui se cherchent justement parce il n'y a plus d'offres. En fait, il y a un manque d'offres de spiritualité dans la société contemporaine et donc on a ces espèces de recherches. Mais en tout cas, moi, à chaque fois, ce que je dis, c'est que ce que j'ai vu dans 10 ans de terrain, mais plus, parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille sur l'islam radical, mais pas en France, c'est qu'à chaque fois, on peut partir d'une démarche absolument inoffensive, qui est une démarche identitaire, mais qui est tellement mal interprétée qu'on pousse ces gens-là à se radicaliser. Parce que justement, ils vont vouloir ressembler à la caricature qui est faite d'eux. Donc moi, je pense que ces gens, tous ces individus qui ont besoin de manifester leur religiosité par des vêtements, par une attitude, par une fréquentation de la mosquée, par tout ça, eh ben, il faut les laisser faire parce que ça fait partie aussi de la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de conscience. Voilà, je ne sais pas si Si, c'est très, je très t'ai clair. coupé. On va juste avant de passer aux questions, Ouais. peut-être, pour finir, cet échange, en fait, finalement, ce que tu présentes finalement le niqab comme, une forme de symptôme, il me semble, de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'un mal-être, très féminin au fond, Mmh. par rapport à son corps, et à son corps en société. Ouais. Et finalement un rapport, très névrotique en un sens, Mmh. aussi à ces enjeux-là. D'ailleurs et c'est très douloureux, tu racontes aussi, des phénomènes, qui sont courants, hein. Quand on a suivi, toutes les procès djihadistes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles ces femmes se retrouvent, l'objet de diffusion de photos d'elles nues, sur des réseaux djihadistes et Ouais. cetera. Et donc elles deviennent prises au piège, y compris après avoir effectué ce processus de voilement, de d'hommes qui continuent finalement à exploiter, cette veine-là. Et en fait, moi, lire ton livre, je trouve que ça incite à faire un rapprochement avec, des phénomènes extrême inverse, auxquels, par exemple, on a cité moi ça m'a beaucoup fait penser, les femmes que tu décris m'ont beaucoup fait penser, paradoxalement, à quelqu'un comme Alia Mahdi, par exemple, qui est une Égyptienne qui s'est photographiée sur son blog entièrement nue en 2011, pour, crier, enfin, qui a utilisé son corps comme une espèce d'arme pour crier sa liberté et dont on se rend compte quand on travaille sur son profil qu'elle a aussi un rapport très compliqué avec son père, avec ses parents, avec l'autorité Mmh. paternelle et donc ouais, il y a vraiment une dimension extrêmement, voilà, je trouve, psychologique, qui est aussi, remarquable et qui justifie ton approche et au fond une approche, très spéciale puisque même ton rapport aux entretiens, c'est un rapport long, d'intimité. Tu parles de choses qui sont pas finalement, c'est pas un terrain classique, en termes de sociologie. Je trouve que tu es allé beaucoup plus loin. Hem, alors attendez, je commence à prendre les questions parce que ça arrive. Alors, quel est le pourcentage des femmes en France qui portent le niqab? Alors, donc là, un pourcentage, je ne pourrais pas vous donner, mais en tout cas, au niveau des chiffres, au moment de la loi, ils avaient dit que les renseignements généraux donc, avaient estimé les femmes qui portaient le voile intégral entre 200 et 2000. Donc, vous voyez, c'est un petit peu difficile de répondre à votre question. Moi-même, je ne pourrais pas donner de chiffres parce que j'ai travaillé sur le mode qualitatif, hein, et pas quantitatif. C'est très, très difficile d'avoir une idée, surtout que des fois, elles vont le porter quelques semaines, quelques mois, elles ne vont pas forcément le porter à plein temps, elles vont le porter quelquefois pour aller à la mosquée ou alors pour sortir. Donc, on ne peut pas savoir. En tout cas, aujourd'hui, le phénomène a presque disparu.
C'est très, très rare d'en voir. Alors, j'en ai vu une il n'y a pas si longtemps, pas loin de chez moi, donc dans le 18e à Paris, et donc c'était une Lituanienne convertie. Donc il faut aussi, rappeler que les convertis représentent presque la moitié des femmes qui portent le niqab, donc ce qui est énorme, hein, puisque en France, les convertis représentent entre 1 et 2 de la population musulmane. Donc vous voyez, il y a aussi l'idée de ce réinvestissement, du niqab, hein, du voilement du visage ou du voile, par des personnes qui n'ont pas du tout de culture musulmane. Donc il n'y a pas de lien entre la culture, la tradition et ça. Et donc ça, c'était pour revenir, Claire, sur ta remarque. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup par exemple, de femmes qui veulent se libérer dans les pays musulmans, justement par la nudité ou alors en enlevant le voile. C'est quelque chose qui m'est souvent opposé, hein. On me dit toujours, ben, en Iran, elles veulent enlever le voile, alors comment ça se fait qu'en France, elles veulent le mettre? Oui, mais sauf que c'est exactement le même processus. C'est-à-dire qu'on veut aller contre l'obligation, contre l'interdiction. C'est toujours cet anticonformisme qui attire les jeunes femmes. Et donc ici, en France, le voile, le niqab, correspond à des démarches subversives, hein, voilà, subversives, et justement, c'est d'autant plus jouissif que la société ne supporte pas. C'est ce qu'elles m'ont très bien défini, ce qu'elles ont très très bien exprimé devant la caméra. Et d'ailleurs, j'invite les spectateurs, enfin les auditeurs, à voir mes documentaires. Donc, ils peuvent les voir. Moi, je les ai mis presque tous sur YouTube. Et comme ça, vous aurez vraiment un accès direct aux femmes qui portent le niqab. Et sinon aussi, c'est vrai, comme tu disais, donc, ce que j'ai fait, c'est que dans mon livre, donc, j'ai fait moitié. Donc, il y a une première moitié qui est une analyse, hein. J'ai essayé vraiment de monter en généralité pour qu'on comprenne bien le phénomène. Et l'autre moitié où ce sont 16 portraits de femmes. Là, j'ai mis même des photos, hein, des photos de certaines. Et donc, il y en a même une qui me montrait ses sous-vêtements. Enfin, vous voyez, donc je suis arrivée vraiment à un niveau d'intimité assez rare, hein, dans une enquête sociologique. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir aussi accès à leur psychologie. Hein, c'est ce que tu me disais, Claire, par rapport, par exemple, à l'anorexie. Hein, on voit quand même des femmes qui ont des problèmes par rapport à leur corps et par rapport à la représentation que ce corps féminin a dans la société française. Et donc, l'anorexie qui est aussi un petit peu la même chose, c'est aussi des victimes des magazines féminins, de ces modèles stéréotypés de femmes inatteignables. Oui, juste une remarque assez drôle. Les victimes de la mode, comme disait MC Solar. Oui, voilà, c'est vraiment des victimes de la mode. Et je me souviens d'une femme qui voulait absolument devenir mannequin. Naïma, donc c'est une femme qui a été arrêtée en janvier dernier à la gare de Salis, bon, malheureusement qui a voulu passer à l'acte avec un couteau, donc qui s'est fait arrêter avec un couteau et un corps. Maintenant, elle est en hôpital psychiatrique. Mais je me souviens quand elle me disait, donc elle était vraiment à fond dans la mode, elle était vraiment très, très, très addicte de toutes ces choses qui font qu'une femme se définit comme hyper sexuelle, comme beaucoup de femmes. Et donc, elle me disait, quand elle est venue salafiste, elle ne disait plus poupée Barbie pour sa fille, hein, elle disait c'est prostituée en plastique. Alors qu'elle-même avait joué aux poupées Barbie, parce qu'elle était née en France, elle était d'origine algérienne, mais elle n'avait aucune culture musulmane. Ses parents étaient complètement athées. En tout cas, ils étaient vraiment dans le refoulement de leur identité religieuse. Donc, moi, je trouve qu'au lieu de les condamner, ces femmes, on aurait dû d'abord les écouter, parce qu'elles ont vraiment un message très important à faire passer justement à notre société, qui a peut-être trop marchandisé les femmes dans les magazines ou partout dans la presse féminine. De toute façon, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment, enfin, moi je trouve ça très intéressant, parce que quand je dis elles se mettent en grève avec le niqab, c'est aussi elles se mettent en grève de toute cette littérature. Mais en fait, je suis pas du tout là. Je suis allée un peu trop loin par rapport à la question. Donc on ne sait pas. On ne sait pas, je ne peux pas vous dire combien elles sont, mais en tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, elles ont presque disparu. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne réapparaîtront pas à un moment donné. Alors, il y a une autre question qui va t'intéresser, parce que tu évoques à un moment dans ton livre le fait que la plupart des néo-convertis sont issus de familles de la classe moyenne, avec petits pavillons, petits chiens, etc. Et là, un spectateur te demande, le hijab, tout comme le niqab, n'est-il pas l'expression d'une misère sociale poignante, un moyen détourné utilisé par les filles ou les femmes dans l'incapacité économique de satisfaire les besoins vestimentaires ou esthétiques coûteux comme nous le savons?
Alors là, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut peut-être fonctionner dans les pays musulmans où le niqab est la coutume. Ça, j'ai souvent entendu que ça pouvait être une façon de justement, de ne pas être soumis à la mode, mais j'en suis pas si sûre, quoi. Ça, il faudrait demander, il faudrait faire plus de terrain parce que aussi, ça peut être des femmes qui jouent sur le fantasme qu'elles suscitent. Ça veut dire qu'on va les imaginer beaucoup plus belles qu'elles le sont et d'ailleurs, la première qui m'a donné donc j'ai commencé à faire mes terrains en Asie du Sud-Est, c'était en Malaisie en 2004 et je me souviens que donc c'était dans le Tabir et la première femme, enfin la femme qui m'a donné mon premier niqab plutôt, m'a dit: «Tu vas voir, les hommes vont imaginer que tu es très belle en dessous». Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que pour des femmes qui étaient piétistes, qui pensaient qu'à la prière, qui pensaient qu'à la fidélité envers leur mari, donc elles, ce qu'elles pensaient avant tout, c'était de paraître très belle aux yeux des hommes qu'elles croisaient dans la rue. Donc j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. Donc ça, on peut dire que, mais en tout cas en France, non. Je ne pense pas que ça vient pas du tout de la misère sociale puisqu'on est plutôt chez des femmes qui sont issues de la petite bourgeoisie française, de la classe moyenne, de femmes qui n'ont jamais eu de problème. D'ailleurs, elles n'ont pas forcément. Non, moi, j'ai jamais vu de femmes qui s'en servaient pour cacher une misère sociale ou des vêtements qui ne seraient pas à la mode, mais plutôt comme une protestation. Hein, il y a vraiment quelque chose de contestataire dans le niqab. Contestataire par rapport à la mode qui a pu les attirer à un moment donné. Pouvez-vous décrire le processus des femmes qui enlèvent le niqab? Est-ce toujours une étape dans une trajectoire de quête de spiritualité ou peut-il être accompagné de nouvelles revendications? Pourquoi les femmes niqabées reviennent-elles sur leur choix selon votre enquête? Alors, oui, ça c'est intéressant. Donc, il y a dans celles qui sont parties, enfin, qui ont quitté le niqab, qui ont quitté aussi le salafisme hein, en général. Donc, il y a cette déception, le fait elles l'ont mis. Alors, comme je disais, celles qui étaient les plus religieuses sont en général sont parties de France. Donc, celles-là, on ne peut plus savoir où elles en sont, parce que voilà, elles ont fait le choix de ne pas rester parce que leur vie elles n'arrivaient plus à faire face aux insultes ou au contrôle de police. Donc c'est là, mais en fait le problème, enfin celles qui sont restées, c'était justement celles qui étaient dans cette démarche contestataire. Et donc très souvent, ben voilà, c'est parti comme c'était venu presque, on pourrait dire. Donc elles ont quitté le niqab comme elles l'avaient adopté, donc très facilement, parce qu'elles n'avaient pas le background, et puis elles se sont rendues compte que ça ne satisfaisait pas du tout leurs recherches. Comme on a dit, cette femme donc, qui voulait pas s'épiler sur les ordres de son mari et qui m'a dit voilà bon bah je synthétise plus la vitamine D, je me sens pas bien, je n'arrive plus à avoir une vie normale donc je l'enlève. Donc elles arrivent toujours à trouver des excuses. Alors il y a aussi celles qui disent voilà moi je supporte plus, je me sens en danger, j'ai peur de me faire agresser. Donc ça aussi ça peut être un argument qu'elle donne, une raison qu'elle donne pour enlever le voile intégral. Et alors très souvent, soit elle reste alors, il y a celles qui vont garder le djilbab, donc qui est ce grand vêtement, hein, mais qui montre le visage, hein, qui laisse le visage visible. Donc, elles restent en djilbab et elles vont continuer à pratiquer, à être salafistes, voilà, normalement. Et elles vont profiter aujourd'hui, parce que vous imaginez quand même, c'est assez comique, qu'en 10 ans, qu'en l'espace de 10 ans, le voile intégral est passé d'une interdiction la dissimulation du visage a une obligation avec le port du masque chirurgical. Et donc, elles vont se satisfaire de ce masque chirurgical qui va leur permettre voilà, de rendre invisible leur visage. Donc, il y en a beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez les reconnaître, celles qu'on voit dans la rue qui se servent du masque chirurgical comme d'un niqab parce qu'elles portent les gants. Donc ça, celles qui portent les gants, elles sont dans cette logique de couvrir chaque centimètre de leur peau. Mais sinon, qu'est-ce qu'elles seront devenues après? Donc je vous dis, beaucoup sont sorties, quelques-unes hein, sont sorties de l'islam et ont trouvé une autre activité, ou alors elles sont devenues piétistes. Elles l'étaient déjà d'ailleurs, mais elles sont devenues spirituelles. Elles ont trouvé je sais pas ce que. C'est vrai que j'aurais peut-être dû. Voilà, ou alors elles ont fait un mariage qui les a épanouies, un mariage avec un homme musulman. Voilà.
Elles ont trouvé une autre voie de... Voilà, et elles ont trouvé une autre vie. C'est vrai que là, j'ai du mal à rebondir à cette question, mais parce que c'est vrai qu'en général, à partir du moment où elles sont sorties du niqab, elles m'intéressaient moins à ce moment-là, et donc quelquefois j'ai perdu leurs traces. Donc je ne sais pas tout à fait ce qu'elles sont devenues, mais il y en a certaines avec qui je suis restée en contact, et puis qui ont repris une vie normale et qui ne veulent plus entendre parler du niqab. Mais c'est pas pour ça qu'elles soutiennent la loi d'ailleurs. Elles vont dire la loi a eu un effet très négatif parce que c'est à cause de la loi qu'on est venu à porter le niqab, et c'est à cause de la loi on n'a pas voulu l'enlever, justement. Plus on était insultés, c'est elles qui vont m'expliquer cette espèce de spirale d'effet pervers de rester sous le niqab parce qu'on a l'impression qu'on est davantage aimé de Dieu et qu'il faut lui montrer cette preuve d'amour. Est-ce que ces femmes sont intéressées ou engagées politiquement? Pas du tout. Alors là, vraiment pas du tout. Alors, les seules qui vont s'engager, donc c'est celles qui vont partir en Syrie, mais on peut dire que c'est plus un engagement amoureux qu'elles vont faire avec un djihadiste, ou alors dans un désir de revanche, parce qu'elles vont se dire, voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont défendre l'honneur des musulmans. C'est souvent ça, c'est souvent la défense de l'honneur, c'est un combat pour la dignité. D'ailleurs, un groupe qui est né de l'interdiction du voile s'appelait Forza Analisa, donc les cavaliers de la fierté. Donc cette recherche de fierté, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les musulmans. Donc c'est pour ça, moi, tous les battages médiatiques, à chaque fois qu'on prend les musulmans pour bouc émissaire, moi je pense que c'est vraiment complètement négatif parce que c'est encore les stigmatiser, les humilier, et donc on verra des électrons libres qui peuvent passer à l'acte justement parce qu'ils veulent retrouver une espèce de fierté et parler au nom de tous les musulmans et passer à l'acte. Donc la question c'était, pardon, C'était est-ce qu'elles sont politisées en ah fait? oui, voilà, politisées, non, 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 vraiment, ça c'est des femmes même, étonnamment, qui pensent qu'à elles aussi. C'est vraiment très, très important. Elles sont très, très autocentrées. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas surdéterminer justement la fonction islamiste. Quand on me dit c'est des islamistes, moi je dis mais c'est vraiment, on est vraiment très, très loin de l'islamisme. L'islamisme, c'est quand même un courant politique, c'est un courant idéologique. Il y a quand même des textes, il y a des penseurs. Tout ça, elles ne connaissent rien, c'est sûr. Comme je vous dis, elles ne connaissent même pas les hadiths, elles ne vont pas lire les textes religieux de base, elles ne vont même pas apprendre le Coran. Donc, ce n'est pas du tout ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, justement, c'est ces livres, comme on a vu là. C'est des livres tout près, hein, c'est des livres où vous allez avoir, voilà, justement, le dogme, mais ce n'est pas ça. C'est comment se comporter pendant le jeûne, donc là, les zakat, bon, ça, on peut, le divorce, voilà, la parure et les vêtements, mais aussi comment se laver, la mixité, comment se comporter, le baiser, la poignée de main, le salut. Vous voyez, elles ont besoin de règles de comportement et c'est comme ça qu'elles pensent qu'elles vont devenir religieuses et qu'elles vont satisfaire justement leur entourage, qu'elles vont attirer l'homme de leur rêve, le prince charmant salafiste. Voilà, c'est à mon avis leur seule politisation, c'est ce genre de livre, quoi. Donc vous voyez, il ne faut pas surdéterminer. Je pense que il y a un gros problème aussi dans la surdétermination de ce rapport à l'islamisme qui est fait. Quel rapport ces femmes niqabées entretiennent-elles avec leurs filles? Est-ce qu'elles influencent leur choix, par exemple? Ouais, c'est une très bonne question parce que j'ai été vraiment étonnée. Chez certaines, donc, il y en avait une, je me souviens, donc qui avait même créé une association qui s'appelait Amazon de la Liberté, qui s'appelait Lila, donc qui est partie en Angleterre. Elle faisait partie des premières. Elle avait porté longtemps avant la polémique. Donc, elle crée cette association pour défendre les femmes. Et je me souviens que ses enfants, à 13 ans, donc il y avait des filles, elles ne portaient pas le voile à 13 ans, donc alors elles auraient pu, et les garçons non plus, personne ne faisait la prière. Et je disais, mais quand même, c'est l'âge de faire la prière. Donc elle disait, ah oui, mais ils les apprendront quand ils voudront. Et donc j'ai été vraiment très étonnée que des fois, l'enseignement, elles ne transmettent pas, elles non plus, la religion à leurs enfants. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très, très personnel. Hein, j'ai été vraiment étonnée de voir qu'elles ne mettaient pas forcément le voile à leur enfant, sauf chez celles qui sont parties dans des pays musulmans et qui étaient dans cette première génération de niqabés. Oui, on n'est pas revenu sur cet adjectif de niqabé ou de substantif, mais moi j'aime bien ce terme, donc j'aimerais bien qu'il rentre dans le dictionnaire parce que je l'ai utilisé comme le terme voilé. On parle d'une femme voilée, on doit parler d'une femme niqabée, on parle aussi d'un homme cravaté. Hein, et à chaque fois, c'est un accessoire, hein, c'est juste un objet, mais qui va changer beaucoup de choses, hein, qui va faire que le porteur ou la porteuse appartient à un groupe, hein, peut s'affilier à une idée, à une idéologie, même si on a vu, hein, que le rapport politisé est vraiment très, très léger. Voilà, mais en tout cas, je pense que beaucoup de gens ont imaginé que c'était
très dangereux pour les jeunes générations qu'il fallait absolument faire attention. Alors ça dépend parce que c'est vrai que Naïma, la femme donc qui a été arrêtée à Austerlitz, là, qui est maintenant en hôpital psychiatrique, donc elle était vraiment dans la, vraiment dans l'éducation très très stricte par rapport à ses filles, hein. Donc j'imagine elle les aurait déscolarisées, elle les aurait mises dans une école religieuse, hein. Elle aurait fait porter le voile, oui ça c'est sûr. Donc ça dépend. Il y a plusieurs profils. Alors là, j'ai essayé vraiment d'être schématique, hein, pendant cette heure, mais évidemment, c'est très compliqué, hein. Toutes les femmes ne le portent pas pour la même raison, hein. Donc après, il faut voir au cas par cas. Alors moi, personnellement, juste pour revenir sur le terme niqabé, ce que je trouve ambigu dans ce terme, c'est qu'il y a quand même un côté passif, en fait, dans le participe passé. C'est-à-dire Alors, c'est-à-dire que passif, oui, mais niqabé, c'est-à-dire que comme si on la nique, enfin, je trouve que on pourrait oui, mais dire par exemple, elle est niqabée par son mari, sous-entendu. oui, oui, c'est vrai qu'il y a ce côté, Ça peut aussi s'employer au même titre que cravater ou corseter, par exemple. oui, mais corseté, mais d'accord, mais on est d'accord que cravater, c'est pas passif. Mais on se posera pas ce problème-là pour les hommes, hein. Mais pour les Là, femmes, effectivement. Et comme on dit, une femme voilée, il faut bien la désigner par l'objet qui fait qu'elle se différencie. Et moi, vraiment, je l'utilise exactement comme femme voilée. Femme niqabée, femme voilée. moi, femme voilée, femme niqabée et comme cravatée, j'entends quelque chose au fond, c'est des gens qui sont, euh, ils sont comme agis par leurs vêtements, c'est-à-dire que Ouais. bah, leur libre arbitre est pas mis en valeur par cette forme-là. Ouais, mais c'est vrai, oui, c'est vrai, mais c'est pas facile de trouver un terme, Oui. C'est c'est vrai intéressant que qu'il n'y ait oui, pas un oui, terme oui. qui soit Ouais, moins ambigu, d'ailleurs, dont elle pourrait se revendiquer elle-même, parce que oui. bref, on n'a pas le temps de Alors trop. parce qu'il y avait sinon les termes arabes, donc ça je développe un peu sur les termes arabes, mais c'est très difficile à employer. Et puis surtout, elles ne l'emploient pas parce que comme on a vu, elles ne sont pas arabophones pour la plupart, donc elles se définissent pas vraiment par leur niqab, hein. Elles se définissent même pas par le terme salafiste, hein. Vous savez que, enfin, tu sais que en général, les salafistes se définissent pas comme salafistes eux-mêmes, hein. Donc ils vont dire qu'ils sont les partisans du minhaj, de la voie des prophètes, des pieux prédécesseurs, hein. Les femmes qui portent le voile vont dire qu'elles suivent les épouses du prophète de l'islam, hein. Donc voilà, mais c'est très difficile de le définir, mais je suis d'accord. Je suis Mm. d'accord que ça pose toujours des problèmes, hein, ce genre de terminologie. Oui, Voilà. ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion. Oui, c'est vrai. Généraliser la déception de ces femmes niqabées, ont-elles vraiment toutes été déçues par la société? Alors, j'essaie de voir. C'est une bonne question. Là, vraiment, j'y ai jamais pensé très, très bien. Alors, est-ce qu'elles ont été déçues? Oui, en tout cas, souvent, le fait de porter le voile intégral, c'est une réponse qu'elles donnent. Donc, elles ont le sentiment de donner quelque chose à voir à la société. Est-ce qu'elles ont été déçues? Ou est-ce elles ont pu le porter aussi par juste attrait? Oui, parce qu'on a vu qu'il y en avait beaucoup qui venaient de la classe moyenne, de la petite bourgeoisie, comme beaucoup d'ailleurs de ces petites bourgeoises vont partir en Syrie, hein, de quartiers pavillonnaires. Donc, on peut dire que bon, elles ont quand même eu une enfance dorée, et donc elles veulent juste. Oui, non, oui, oui, c'est une très bonne question. Pas forcément déçues, mais en tout cas, ce qu'elles veulent, c'est prendre leur revanche ou alors contredire, être dans voilà, dans une démarche voilà, contestataire. Cette, oui, mais vraiment, c'est exactement comme les punks ou je sais pas, les maoïstes à l'époque de 68 qui portaient le cal Mao, qui venaient de la petite bourgeoisie française aussi, et qui comme ça avaient l'impression de s'arroger un nouveau rôle social. Donc oui, il y a ça aussi, bien sûr. Mm. Il y a ce profil-là, bien sûr. Quel est le niveau d'études moyen, si l'on peut généraliser, des femmes niqabées? Y a-t-il, par exemple, des femmes niqabées médecins ou avocates? Non. Non, non, contrairement aux pays musulmans où il est d'usage, hein. Donc oui, pas du tout, hein. Donc en général, c'est des femmes qui ont arrêté leurs études. Il y en a très peu à avoir le bac, il y en a quelques-unes, mais en général, comme je vous disais, beaucoup, hein, presque la moitié, ont un métier lié à l'esthétique. Donc elles ont fait des CAP, des filières courtes pour apprendre
le métier d'esthéticienne, et donc qui vont à un moment donné tout abandonner pour porter le voile, pour rentrer dans cet islam rigoriste, parce que ça va va leur apporter des avantages qu'elles n'ont pas eu dans leur fonction, enfin dans leur métier. Mais c'est vrai que c'est plutôt, mais elles ont quand même fait des études, elles se sont pas arrêtées trop tôt, elles ont essayé et elles veulent quelquefois reprendre des études. Il y en a une par exemple qui veut reprendre là, qui a repris des études de droit, mais qui est sortie du niqab, hein. Donc qui veut reprendre à zéro. Et très souvent aussi, le niqab, c'est déjà une remise à zéro de certaines femmes qui ont raté leur vie, hein, qui avaient raté leur vie. Beaucoup étaient mères célibataires, avec des enfants nés hors mariage, qu'elles avaient eu hors mariage, et donc qui vont prendre le niqab comme un retour, enfin comme une virginité, enfin pour retrouver une virginité, pour recommencer à zéro. Donc après, une fois qu'elle sort du niqab, elle recommence tout à zéro, elle reprend des études. Oui, ça c'est possible aussi. Mais enfin, on voit bien que ce sont des trajectoires très individualistes, hein, des femmes un peu électrons libres, qui choisissent par elles-mêmes, qui ont un caractère bien trempé, qui savent ce qu'elles veulent, et qui à chaque fois qu'un homme leur dit ce qu'elles doivent faire, le quittent, quoi. Alors là, c'est vraiment, ça c'est radical. Moi, j'ai jamais rencontré une femme qui me disait, voilà, mon mari me demande ça. Alors si, peut-être, j'en ai rencontré qu'une seule, hein, c'était justement Naïma, qui avait un mari salafiste qui a fini par l'emprisonner, en fait, dans cette logique, on peut dire perverse de la loi. Et comme par hasard, ça c'est aussi, c'est très intéressant, donc elle s'est adressée à des services sociaux, et moi je l'ai aidée aussi à s'adresser à des services sociaux pour quitter son mari, et tenez-vous bien, le mari avait tous les droits. C'est-à-dire que l'assistante sociale que j'allais voir, je disais, voilà, moi je peux témoigner sur cette femme, je vous donne mon numéro de téléphone, si vous avez besoin, appelez-moi, parce que je sais beaucoup, je connais sa mère, je connais ses frères et sœurs, je connais bien sa famille, si vous avez besoin de mon témoignage pour décrire la situation qu'elle vit. Et elles m'ont dit, non merci, nous sommes en contact avec son mari, qui est très bien. Et je me souviens d'avoir dit, vous savez, son mari, c'est quand même quelqu'un qui est pervers narcissique et qui peut avoir une très belle apparence comme ça, mais qui n'en est pas moins un despote à la maison, qui la torture psychologiquement en tout cas, et qui l'empêche de sortir, justement parce qu'elle a peur d'être contrôlée. Et ils m'ont dit, écoutez madame, vous n'êtes pas psychologue, n'employez pas ce terme. Donc voilà, enfin moi j'aime bien montrer cet exemple pour expliquer l'absurdité de la société française, qui ne va pas venir en aide à la seule femme que je connaissais qui aurait eu besoin d'aide, justement, des services sociaux pour se sortir d'une relation perverse avec son mari, et qui va mettre en difficulté des femmes qui sont dans une démarche inoffensive, qui vont se faire insulter et dont les enfants vont voir leur mère pleurer, comme on disait, pleurer, être insultées par des policiers, qui vont se faire avoir un plaquage ventral sur le capot de leur voiture devant leurs enfants, qui vont se faire palper par des hommes alors qu'elles demandent à être palpées par une femme, enfin des humiliations comme ça, et on ne se pose pas la question de savoir ce que les enfants vont devenir. Enfin voilà, donc c'était une petite parenthèse parce que j'y ai pensé, mais je prends la question suivante si j'ai répondu à celle-là. Mais c'est dommage parce qu'on n'a pas d'interaction avec les auditeurs, hein. Non, pour l'instant, on n'a pas l'interaction directe avec les auditeurs. On va y réfléchir. Merci donc à la modératrice. Oh là là, il y a encore plein de questions. On va s'arrêter là, par contre. Alors, je prends les 4 dernières questions. Cette réalité sociologique est-elle volontairement mise sous silence par les politiciens? Si oui, comment pallier à cela? Oui, bien sûr. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Évidemment qu'elle a été mise sous silence, puisque, en fait, on est devant des politiciens qui veulent faire des lois populistes, c'est-à-dire qu'ils vont plaire au plus grand nombre, et on va flatter leurs bas instincts, quoi. On va se dire, voilà, il faut absolument que ce genre de manifestations qui n'ont absolument rien d'offensif, en tout cas, et qui représentent une telle minorité que personne n'en a jamais rencontré, soient interdites. Oui, ben, comment pallier? Ben, c'est-à-dire qu'il faudrait que le public, le grand public, n'accepte plus ça, parce que c'est en fonction de l'opinion publique. Il faudrait que l'opinion publique refuse d'entendre ce genre de propos, et soit assez tolérant pour dire finalement c'est une expression d'individus qui ne font de mal à personne. Enfin, en tout cas, c'est des individus qui ont besoin, qui sentent à un moment donné de leur vie d'exprimer leur identité comme ça, et puis voilà, de les laisser tranquilles, c'est tout. Et alors, juste un truc, si je mets, pour ceux qui auraient des questions et qui voudraient me contacter, ils peuvent le faire sur internet, parce que j'ai un petit blog, hein. Ils peuvent me contacter par ce blog, hein. Si jamais vous voulez rentrer en contact avec moi, il n'y a aucun problème.
Voilà, mais je veux bien continuer, hein. Non, non, c'est super. Avez-vous eu des entretiens avec des femmes souhaitant porter le niqab mais ne le portant pas, en invoquant par exemple la nécessité de suivre les lois du pays dans lequel on se trouve, invoquées par les milieux orthodoxes? Oui, alors ça va être surtout les femmes du Tabligh, hein. Les femmes du Tabligh, parce que donc je suis quand même allée à Déoband, donc qui est l'école juridique à l'origine du Tabligh, mais je suis allée aussi à Nizamuddin, donc à New Delhi, pour demander l'avis juridique de chairs importants, notamment à Déoband et à Nizamuddin. Et ils avaient dit qu'eux étaient contre le port du niqab en Occident. Ça veut dire dans un pays où les musulmans sont minoritaires, ils déconseillaient le port du niqab. Ils disaient que, voilà. Et pareil, je suis allée au Qatar voir le cher Kardawi. Je lui ai demandé un entretien privé, je l'ai même filmé pour lui demander son avis. Il a dit le port du niqab en Occident est beaucoup plus négatif qu'autre chose parce que ça monte la population non musulmane contre l'islam. Donc effectivement, il y a des femmes qui vont suivre ces avis juridiques et qui vont dire il ne faut pas porter le niqab parce que ça peut engendrer plus de mal que de bien. Et les femmes qui le portent ne suivent pas l'avis de ces chers. Donc elles vont suivre les trois chers, hein, vous voyez, qui sont voilà, Ibn Baz, Al-Albani et Ibn Usaymin, donc qui sont les trois chers de référence, hein, que les salafistes piétistes suivent. Il y en a d'autres, hein, et qui ne vont pas suivre voilà l'avis des chers majoritaires, hein, musulmans, et qui vont vouloir en découdre. Et c'est pour ça, à chaque fois, je dis faites attention de ne pas limiter l'attitude de ces femmes à des injonctions religieuses, parce que très souvent, elles n'obéissent pas justement à aux chers décisionnaires. Elles en font qu'à leur tête. Elles le font parce que très souvent, je leur ai posé la question, je leur ai dit, est-ce que vous vous rendez compte que en portant le niqab, comme le disait le cher de Déoband, vous nuisez à l'image des autres musulmans. Et d'ailleurs, souvent, des femmes musulmanes disent, voilà, vous nous dérangez, pourquoi vous portez le niqab, ça met à mal notre propre intégration, parce qu'après, c'est nous qui allons devoir payer le prix. Et elle disait, mais moi, ça ne me concerne pas. Moi, je me sens mieux comme ça. Les autres, ça ne m'intéresse pas. Et donc, c'est pour aussi encore pointer leur individualisme, le fait qu'elles sont, elles pensent qu'à elles, quoi. Justement, il y a une autre question sur le Oui. rapport à l'autre. Même dans la majorité des pays arabes où le niqab n'est pas commun, celles qui le portent le font souvent de leur propre choix et ce sont elles qui entraînent le mari vers le salafisme. Pour des raisons Ah, très bien. pour des Bravo. raisons Est-ce que tu peux citer le… et Rawa Oj. Ah, bravo, hein, bravo. Pour Merci, des Rawa. qui ressemblent beaucoup avocats de mon observation, elles sont souvent des femmes fortes qui ne se laissent pas faire. Est-ce qu'elles adoptent un discours hostile aux autres femmes qui sont différentes d'elles? Celle qui porte le niqab, hein. Oui, alors c'est possible, oui, bien sûr, parce que comme elles ont l'impression de faire un effort en plus, elles peuvent aussi ne pas vouloir se mêler aux autres musulmanes. Et d'ailleurs, on le voit dans les mosquées, hein, dans les mosquées salafistes. Par exemple, il y en a une à Toulouse que je connais très très bien, donc qui est la mosquée de Basso Combo. Et on voit bien une différence, une scission très nette entre les femmes qui portent le voile, qui sont voilées traditionnelles, et les autres qui sont en djilbab ou alors en niqab, et qui ne vont pas se mélanger avec les autres, qui ont l'impression, oui, oui, bien sûr, elles peuvent être assez élitistes. En fait, elles le portent aussi pour se distinguer, hein, par leur religiosité. Elles veulent être des hyper musulmanes, plus musulmanes que les autres. Donc, évidemment, hein, les autres, elles les reconnaissent beaucoup moins. Oui, oui. Et bravo, Hawa. Et vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec moi parce que j'aime beaucoup ce genre de témoignages dans les pays musulmans. C'est vrai que dans les pays musulmans aussi, elles le portent de leur propre gré parce qu'elles y trouvent des avantages, des bénéfices. Les femmes ne sont pas des victimes systématiquement. Enfin, c'est même rare, enfin, les femmes victimes. Alors, Oui. la dernière question, qui est une question un peu théorique. Il y a de nombreux débats universitaires sur les liens entre salafisme piétiste et salafisme djihadiste. Comment vous positionnez-vous sur cette question par rapport à vos différentes enquêtes? Oui, alors effectivement, c'est une très bonne question parce que souvent, ce lien est nié en fait par les chercheurs. Ils disent voilà, il n'y a aucun rapport. Donc soit, et puis il y en a même qui refusent, hein, cette distinction entre piétistes et djihadistes, qui disent voilà, c'est plus compliqué. Bon, moi j'aime bien quand même, hein, je trouve que c'est assez clair, hein, parce que les piétistes
vraiment sont absolument opposés au djihad. Et donc, c'est même d'ailleurs, on ne devrait pas les appeler salafistes. Les deux groupes ne devraient pas s'appeler salafistes parce que ça crée l'amalgame. Mais en tout cas, si jamais on reste sur cette classification, donc le premier groupe déteste le deuxième et le deuxième déteste le premier. Donc, ils n'ont rien à voir. Et j'ai quand même vu des femmes qui appartenaient au premier groupe et qui sont devenues petit à petit djihadistes, qui ont été attirées par l'idéologie djihadiste. Pourquoi? Parce que justement, elles avaient envie d'en découdre. Elles partaient donc de cette attitude, comme on disait, inoffensive, de distinction sociale, de vouloir montrer à la société qu'elles étaient hyper musulmanes, donc voilà, qui ne portait aucune conséquence. Et à force d'être insultées dans la rue, à force d'être verbalisées et d'être soumises au pan de la société, elles vont être attirées par le discours de violence. C'est le cas d'Émilie Koenig. C'est aussi le cas de cette dame qui est partie, enfin qui s'est fait arrêter avec le couteau à la gare de Salitz. Voilà, donc oui, moi je suis tout à fait d'accord. Alors, il faudrait dire, peut-être elles sont devenues salafistes, piétistes, mais qu'elles avaient déjà une appétence pour le djihadisme, elles s'étaient déjà attirées par la violence, ça je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai pu voir des femmes qui ne faisaient pas du tout de politique, qui n'étaient pas du tout pour la violence, et qui ont eu dans leur discours de plus en plus envie de se battre, envie en tout cas que des frères musulmans viennent les venger. Et ça, c'est des femmes qui vont rallier par exemple le groupe Force Annalisa. Le groupe Force Annalisa qui va faire un happening à Aulnay-sous-Bois, devant la gare de RER de Aulnay-sous-Bois, que j'ai filmé, dont le leader va brûler le code pénal parce qu'une femme en niqab a été arrêtée par des policiers, a été humiliée. Donc, beaucoup de femmes vont adorer ces hommes qui prennent leur défense, qui sont habillés en camis, avec le bâton de siwak, avec vraiment toute la panoplie du salafiste piétiste, de cet homme parfait, et donc ils vont beaucoup aimer le fait que des hommes prennent leur défense. Donc vous voyez, donc, on est dans ce... Voilà. Enfin bon, je pourrais en parler des heures, mais je ne veux pas monopoliser, peut-être que... Non, Oui, c'est super, ça a été extrêmement clair et riche. Enfin, c'est à la fois triste et extrêmement ouais. intéressant. C'est vrai que c'est triste. Ça projette aussi une lumière sur pas mal d'autres enjeux sociétaux, je trouve, bien au-delà du niqab lui-même, Bien que c'est sûr. de Mais surtout radicalisation. parce que quand on voit que le gouvernement actuel va produire le même type de loi, le même type de loi encore qui va stigmatiser les musulmans et qui va aussi engendrer le même type d'incitation, à s'opposer à la société. Vous voyez, donc moi je me dis, la société n'a pas compris encore qu'il fallait laisser les musulmans tranquilles, et que toute expression musulmane visible est a priori vraiment inoffensive. Et chaque musulman a le droit de s'exprimer par son vêtement. Moi, je pense que tant qu'on n'aura pas compris ça, on aura un problème. On aura un problème et on ne sera jamais à l'abri que des électrons libres passent à l'acte et poignardent de n'importe qui dans la rue. Pour l'instant, on s'en éloigne Oui, encore un peu c'est plus. vrai. Ouais. Bon, ne soyons pas pessimistes et catastrophistes. Merci En beaucoup. tout cas, merci à toi, Claire. Et puis vraiment, j'invite ceux qui ont envie de continuer la discussion à me contacter via mon blog. Donc, donne peut-être l'adresse de ton blog. Ou alors, oui, en fait, vous tapez mon nom et puis il apparaît tout de suite. Super, merci à tous. Merci à vous tous. Merci à vous tous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un webinaire avec Clément Terme sur la nouvelle politique iranienne de Washington, donc sans transition vers de la géopolitique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup Agnès. Merci à toi, Claire, et à bientôt, j'espère. Au revoir.